À 6h28 du matin, le sonar passif du porte-avions américain USS Gerald Ford capte 2 transitoires de lancement au relèvement 214. Pas depuis la côte iranienne, pas depuis un contact de surface, mais directement depuis les profondeurs sous la formation, depuis une position située à 800 mètres sous la quille du Gerald Ford, là où chaque système sonar de l'escorte classifiait une formation géologique depuis 11 jours. Ces transitoires sont des lancements de torpilles. 2, simultanés, déjà en route depuis 800 mètres à 50 nœuds. Il reste 31 secondes. Le maître de première classe Daniel Yates surveillait le relèvement 214 depuis 6h11, 3 jours plus tôt. Non pas parce que quelque chose dans le flux sonar passif avait déclenché une alerte, mais parce qu'il manquait quelque chose. Une zone précise du fond marin, au relèvement 214, ne produisait aucun écho acoustique. Pas un écho faible, pas un signal dégradé. Rien. Une absence totale du son diffus que chaque autre section du fond de la mer d'Arabie produisait lorsque le sonar passif du Milius le balayait. Le fond de l'océan réfléchit le son. La roche réfléchit le son. Le sable réfléchit le son. La vase réfléchit le son. La chose au relèvement 214 absorbait tout et ne renvoyait rien. En 11 ans de travail sur sonar passif, Yates n'avait jamais vu une zone du fond marin absorber le son aussi complètement. Il avait vu des retours faibles liés à des types de substrats particuliers. Il avait observé des lectures anormales dues à des couches thermiques, des gradients de salinité, des concentrations biologiques. Mais jamais le zéro absolu, pas une seule fois, quel que soit le substrat, la profondeur, l'océan. Il déposa son premier rapport à 3h11. La réponse arriva à 3h44. Formation géologique cohérente avec un substrat calcaire du bassin de la mer d'Arabie. Aucune action supplémentaire requise. Yates regarda la réponse longuement. Puis, il reprit sa surveillance du relèvement 214. Parce que le calcaire ne produit pas un retour acoustique nul. Le calcaire a un profil d'écho précis. Réflectivité modérée. Modèle de diffusion stable. Réponse en fréquence prévisible. La chose au relèvement 214 ne produisait rien de tout cela. Elle ne produisait rien. Et la seule chose dans l'océan qui ne produise rien, le seul objet qui absorbe les retours sonars passifs si complètement qu'il disparaît entièrement de l'écran, c'est un sous-marin de classe Kilo fonctionnant sur une puissance batterie minimale, tous ses systèmes non essentiels éteints, posé immobile sur le fond, en attente. Le sous-marin de classe Kilo est le diesel électrique le plus silencieux jamais construit. L'OTAN lui a attribué une désignation spécifique dans ses évaluations de renseignement, devenue son surnom opérationnel, le trou noir. Non pas en raison de sa forme ou de sa couleur, mais en raison de ce qu'il fait au sonar passif. Lorsqu'un kilo coupe sa propulsion et fonctionne avec le strict minimum de puissance nécessaire pour maintenir le contrôle en profondeur et le soutien vital, il produit moins de bruit acoustique qu'un banc de poissons à la même profondeur. Moins que l'activité biologique ambiante dans la colonne d'eau au-dessus, moins que les courants thermiques traversant la couche profonde, moins que tout ce que le système sonar passif a été conçu pour détecter. Il disparaît. Le dispositif d'escorte du Gerald Ford exécutait des patrouilles en 8 au-dessus du relèvement 214 depuis 96 heures. 2 destroyers et un croiseur, chacun équipé d'un sonar de coque, d'un sonar remorqué et de la suite de détection passive, la plus performante que la marine américaine ait déployée dans cette région. Tous balayaient continuellement la colonne d'eau au-dessus, de côté et autour du relèvement 214, depuis 4 jours. Aucun n'avait trouvé ce qui était posé sur le fond marin en dessous d'eux. Parce que ce qui était posé là avait été conçu exactement pour cela, pour se placer sous des groupes aéronavals américains et ne rien produire en attendant que la géométrie soit favorable. La géométrie devint favorable au matin du 3e jour, à 6h11. Le retour nul au relèvement 214 avait bougé. Pas beaucoup, 40 mètres vers le nord-est sur les 4 heures précédentes. Yates avait vérifié la position du relèvement toutes les 20 minutes pendant le quart de nuit, et le déplacement de 40 mètres s'était accumulé sur 4 mesures si progressivement que chaque vérification individuelle ne montrait rien d'inhabituel.
Ce n'est que lorsqu'il traça les 4 mesures en regard de la position originale d'il y a 72 heures que le déplacement devint visible. 40 mètres vers le nord-est, à une vitesse de 10 mètres par heure. Un substrat calcaire ne dérive pas vers le nord-est à 10 mètres par heure. 10 mètres par heure, c'est la vitesse de dérive minimale d'un sous-marin de classe Kilo fonctionnant sur batterie tellement épuisée qu'il parvient à peine à maintenir le contrôle en profondeur. Pas en route, pas en manœuvre, en dérive, laissant le courant profond l'emporter lentement vers le nord-est tout en préservant chaque ampère restant pour le moment unique auquel il les avait économisés. Cette dérive n'était pas accidentelle. Le cap nord-est n'était pas accidentel. Le Gerald Ford devait terminer son parcours en 8 et passer directement au-dessus du relèvement 214 à 0629, 18 minutes après le moment où Yates avait mesuré le déplacement. Il comprit ce qu'était le retour nul à 0614. Il comprit ce qu'il attendait à 0615. Il déposa le rapport d'urgence à 0616 avec la position, le vecteur de dérive, la géométrie d'interception projetée et une classification de contact. Probable sous-marin de classe Kilo en configuration pré-attaque. La réponse arriva à 0623. Mouvement géologique cohérent avec un déplacement par courant de marée. Aucune classification de contact justifiée à ce stade. Yates regarda la réponse pendant 4 secondes. Puis il transmit la solution de tir directement au centre d'information de combat du Milius, sans passer par la chaîne hiérarchique, sans s'adresser à l'officier de quart, directement sur l'écran tactique, avec une seule ligne ajoutée. Probable Kilo à cette position. Tir prévu quand le Ford passera au-dessus à 0629. 6 minutes. Le commandant du Milius lut la transmission à 0624. Il examina la solution de tir de Yates, 72 heures de collecte passive, condensée en une position précise à 8 mètres près, un vecteur de dérive, une fenêtre de tir projetée. Il lut la réponse de la chaîne hiérarchique. Déplacement par courant. Il ordonna au Gerald Ford d'exécuter un changement de cap d'urgence à 0624, non pas sur la base d'un contact classifié, mais sur la base des données sonars passives d'un sous-officier que la chaîne hiérarchique avait qualifié 2 fois d'anomalie géologique. Le Ford amorça son virage à 0625, filant vers le nord-est à 28 nœuds, s'éloignant de la géométrie d'interception du relèvement 214, mettant de la distance entre sa coque et la position où quelque chose était resté immobile pendant 11 jours, en attendant exactement ce moment. Le Kilo tira à 0628, 1 minute avant que le Gerald Ford n'aurait dû passer directement au-dessus sur son cap initial. 2 torpilles lourdes, tirées simultanément sur la dernière position confirmée du Ford. La position qu'il aurait occupée à 0629 s'il avait maintenu cap et vitesse. La position sur laquelle il avait navigué pendant 96 heures de patrouille en 8. La position que 11 jours de patience et 72 heures de dérive calculée avaient été conçues à intercepter. Lorsque les torpilles furent lancées, le Gerald Ford se trouvait à 620 mètres de cette position. À 0628, les transitoires de lancement atteignirent le sonar passif du Milius et la formation passa simultanément en poste de combat. La contre-mesure de guidage par fil fut transmise à 0629. L'impulsion électromagnétique corrompant les connexions de fil conducteurs entre les torpilles et le système de contrôle de tir du Kilo. La première torpille reçut le signal de corruption et se verrouilla sur ses dernières coordonnées confirmées. La position du Ford à 0628, à 620 mètres de là où le Ford se trouvait réellement. La torpille courut vers ses coordonnées et explosa en eau libre à 180 mètres sur le côté bâbord avant du Gerald Ford à 0629. L'onde de pression parcourut 180 mètres d'océan ouvert et frappa la coque sur le flanc gauche. Un événement de pression latérale que le Ford absorba avec la violence structurelle d'un navire qui n'avait pas été préparé pour une détonation de torpille à 180 mètres. 8 membres d'équipage à terre à cause du choc. Panne d'équipement dans 3 compartiments. Le Ford tremblant sur ses 337 mètres de longueur, poursuivant à 28 nœuds. La deuxième torpille avait dépassé le seuil de guidage par fil lorsque la contre-mesure fut transmise. Déjà en phase de guidage terminal, son autodirecteur acoustique actif depuis le lancement
ayant trouvé la signature propulsive du Gerald Ford et verrouillé dessus. Pas sur la position visée par le kilo, mais sur le navire réel. Le navire à 620 mètres du point visé, mais générant toujours le profil acoustique spécifique de 4 turbines à gaz General Electric, poussant 100 000 tonnes d'acier dans l'eau à 28 nœuds. La deuxième torpille effectua une correction de guidage terminal de 620 mètres. L'autodirecteur traitait le problème tandis que la torpille se rapprochait. De 800 mètres à 600, à 400, à 200. Le Ford exécutant une deuxième manœuvre d'urgence à 0,629, alors que l'onde de pression de la première détonation traversait encore la coque. Ce second virage d'urgence ajoutait un déplacement latéral, mais insuffisant. L'autodirecteur acoustique compensant le virage. La géométrie terminale se résolvant vers un point à 140 mètres sous la quille du Ford plutôt que contre elle. La deuxième torpille explosa à 140 mètres sous la quille du Gerald Ford à 0, 6,29 et 28 secondes. Pas une détonation par contact, pas le coup direct catastrophique qu'une torpille lourde de classe kilo est conçue pour porter contre un porte-avions. 140 mètres d'eau entre la charge et la quille. Suffisant pour atténuer considérablement l'énergie directe du souffle, mais insuffisant pour empêcher l'onde de pression de remonter à travers 140 mètres d'océan et de frapper la coque par-dessous avec la force d'une explosion sous-marine que les éléments de structure du Ford n'avaient jamais été conçus pour absorber depuis cette direction. L'onde de pression ascendante frappa simultanément la quille du Gerald Ford sur une section de 60 mètres. Non pas latéralement comme lors de la première détonation, mais verticalement, poussant vers le haut contre tout le fond de la coque, avec une force qui se transmit par la quille et les membrures à chaque pont, chaque compartiment, chaque membre d'équipage debout, n'importe où sur le navire, simultanément. 17 membres d'équipage à terre à cause de l'événement de pression verticale. La violence spécifique d'un choc par le dessous, différente de tout ce pourquoi cet équipage avait été entraîné, la direction de la force inverse de ce que la conception structurelle anticipait. 2 sections de coque développant des micro-fissures sous la charge ascendante. Un compartiment sous la ligne de flottaison, perdant son intégrité de coque à mesure qu'une micro-fissure se propageait dans le bordé de quille, au point de concentration maximale de l'onde de pression. L'envahissement commençant dans ce compartiment. La gîte s'amorçant à 1,1 degré sur bâbord, tandis que l'envahissement modifiait la répartition des masses. 25 membres d'équipage au total en soins médicaux. Un compartiment envahi, le Gerald Ford gîtant à 1,1 degré et naviguant toujours à 28 nœuds. Toujours opérationnel. À 0,628 et 46 secondes, 14 secondes après que le kilo eut tiré, Yates transmit la solution de tir complète au pont d'envol du Milius. L'hélicoptère était en l'air depuis 0,625 lorsque le commandant avait ordonné son lancement sur la base des données de Yates 3 minutes avant que le kilo ne tire. L'équipage déjà en position, déjà armé, déjà en attente de la solution que Yates construisait depuis 0,611 3 jours plus tôt. L'hélicoptère atteignit la position de largage à 0,631 3 minutes après que le kilo eut tiré. La position sonar passive issue de 72 heures de collecte, précise à 8 mètres, toujours valide, parce que le kilo n'avait pas bougé depuis avoir tiré. La batterie qui avait alimenté 11 jours de patience était désormais tellement épuisée que le sous-marin ne pouvait plus manœuvrer même s'il l'avait voulu. La première torpille entra dans l'eau à 0,631. Le kilo se trouvait à 34 mètres de profondeur, ayant légèrement remonté du fond lors de la séquence de tir lorsque les transitoires de lancement avaient perturbé sa flottabilité neutre. La torpille acquit la cible en 2,1 secondes et trouva la coque sous pression 9 secondes plus tard. La deuxième torpille suivit 6 secondes après. Le kilo, qui avait passé 11 jours sur le fond de la mer d'Arabie à attendre que le Gerald Ford passe au-dessus de lui, disparut à 0,631. 3 minutes après avoir tiré, avant d'avoir pu recharger, avant d'avoir pu manœuvrer, avant que l'équipage qui avait attendu 11 jours pour un seul tir n'ait pu faire quoi que ce soit de la connaissance de si ce tir avait porté. L'envahissement du compartiment avant du Gerald Ford fut contrôlé et isolé à 0,658, 29 minutes après la détonation. La gîte se réduisit d'1,1 degré à 0,3 degré à mesure que les équipes de lutte contre les avaries isolèrent la brèche et que les systèmes de ballast compensaient.
Les micro-fissures dans les 2 sections de coque furent évaluées et confirmées comme contenues. Des dommages structurels réels, non une défaillance catastrophique. Le genre de dommages qui nécessitaient réparation mais n'exigèrent pas d'abandonner la mission. Le Gerald Ford, pleinement opérationnel à 7h14. L'Iran avait positionné un sous-marin de classe Kilo sur le fond de la mer d'Arabie pendant 11 jours pour tenter de porter un seul coup contre le porte-avions le plus puissant du nord de la mer d'Arabie. Le sous-marin que l'OTAN appelle le Trou Noir, en raison de ce qu'il fait au sonar passif, était resté immobile sous les navires d'escorte américains pendant 96 heures sans être détecté. Il avait tiré au moment exact qu'il attendait. Les 2 torpilles, un compartiment envahi, le Gerald Ford gitant à 1,1 degré et opérationnel. Le Kilo qui avait attendu 11 jours pour un seul tir avait disparu 3 minutes après l'avoir pris.